Pourquoi les Africains aiment-ils Traoré alors que la police kenyane, oui la police, est celle qui crie assez? Cette question se propage comme une étincelle dans l'obscurité. Et si vous suivez la politique africaine, vous comprendrez. Ce n'est pas un phénomène. C'est un tournant historique. Au Burkina Faso, un jeune président nommé Traoré a non seulement rejeté le FMI, mais aussi la peur. Il a inspiré par des mots forts, des actions claires, et surtout, la confiance en son peuple. Et au Kenya, l'un des pays les plus développés d'Afrique de l'Ouest, ce sont les policiers, les gardiens de l'ordre, qui descendent maintenant dans la rue, refusant d'être les instruments d'un système exploiteur. Ce n'est plus seulement de la politique. C'est une confrontation entre deux concepts de leadership. L'un inspirant, l'autre épuisant. Penchons-nous sur les faits pour voir ce qui se passe réellement dans les deux pays, forçant le continent à choisir son camp. Kenya, juillet 2024. Des milliers de policiers paramilitaires ont défilé dans les rues de Nairobi en scandant « Assez, c'est assez ». Certains ont enlevé leurs uniformes devant les caméras, déclarant leur démission de leur rôle d'exécutant d'un gouvernement qui n'écoute pas le peuple. Pour la première fois depuis des décennies, les forces de l'ordre elles-mêmes protestaient contre le système qu'elles servaient. Les raisons: l'inflation avait dépassé 20%, la monnaie locale perdait de sa valeur et les prêts du FMI forçaient le gouvernement kényan à réduire les dépenses publiques, supprimant les bonus des secteurs de la police, de l'éducation et de la santé. Pendant ce temps, au Burkina Faso, Ibrahim Traoré est apparu à une foire communautaire pour l'éducation à Kaya au même moment. Pas de garde du corps, pas de grande scène. Il a déclaré: « Nous n'avons pas besoin de conditions de prêt. Nous avons besoin de conditions de vie. » Traoré a refusé le prêt du FMI, appelant plutôt le peuple à mettre la main à la pâte, et a été accueilli comme un héros. Pas de protestation, pas de police dans les rues, juste des groupes de jeunes bénévoles réparant des écoles et offrant des cours gratuits. Que pensez-vous faire la différence? La politique, le leadership ou la confiance du peuple? Pour comprendre, nous devons nous pencher sur la nature des deux pays et sur la manière dont les deux dirigeants ont choisi des chemins si opposés. Ce qui a endéarré Ibrahim Traoré aux Africains n'est pas ses discours éloquents ou son uniforme militaire, mais le sentiment qu'il était l'un des leurs. Pas né dans la richesse, pas éduqué en Europe, ne suivant pas un modèle politique importé, Traoré est entré en politique avec une seule arme, son Kalachnikov. Lorsqu'il a annoncé son rejet d'un prêt du FMI, les médias occidentaux l'ont qualifié d'imprudent. Mais aux yeux du peuple du Burkina Faso, ce n'était pas de l'imprudence. C'était le premier acte depuis des années de quelqu'un osant dire non en leur nom. Dans un continent habitué aux dirigeants parlant au nom de pays étrangers, un homme qui se levait pour son peuple était inhabituel. Traoré n'a pas promis d'augmentation. Il n'a pas promis de subvention. Il a promis de rendre les terres aux agriculteurs, de rendre la confiance aux oubliés. Ses discours communautaires n'étaient pas climatisés, pas diffusés en direct à la télévision. Mais il est venu s'asseoir par terre, écoutant les femmes parler de leurs champs perdus, des enfants sans cours, et des jeunes sans emploi qui voulaient quitter le pays. Lorsque vous vivez dans une société où les politiciens n'apparaissent qu'en période électorale, avoir un dirigeant prêt à se rendre dans le village avec le peuple, sans caméra, sans script, est inédit. Et la chose la plus étrange, l'amour pour lui ne venait pas seulement du Burkina Faso. Les gens au Mali, au Niger, au Sénégal, même au Nigeria, fatigués du système politique répétitif, ont commencé à l'appeler par des noms comme fils du continent, le deuxième Thomas Sankara, ou simplement celui qui parle pour nous. Avez-vous déjà aimé un dirigeant non pas à cause de ses promesses, mais à cause de son silence opportun et de sa volonté de faire la chose difficile? Si quelqu'un osait dire franchement « Nous ne sommes pas pauvres, nous avons juste perdu notre confiance », le soutiendriez-vous? Mais alors que Traoré reconstruisait son pays avec foi, un autre pays, le Kenya, répondait à la crise de manière totalement opposée. Au Kenya, lorsque la police a commencé à protester, ce n'était pas simplement une grève pour les droits. C'était un cri du cœur du système. Ils n'étaient pas les pauvres agriculteurs défavorisés ou les chômeurs. Ils étaient les symboles du pouvoir de l'État. Mais dans le cycle de la dette, des coupes budgétaires et de l'augmentation du coût de la vie, les personnes qui faisaient autrefois respecter la loi sont devenues des victimes. Entre 2021 et 2024, le Kenya a emprunté plus de 9 milliards de dollars au FMI et aux institutions financières mondiales. Les conditions qui les accompagnaient, comme toujours, étaient l'austérité, les coupes dans les budgets publics, les augmentations de la TVA et les réductions des subventions à l'éducation et à la santé. La police a été rationalisée. Ses allocations ont été perdues et les salaires ont été retardés jusqu'à 3 mois dans de nombreuses régions. Résultat, la police ne faisait plus confiance au gouvernement. Le peuple, déjà sceptique, lui faisait encore moins confiance.
La division entre les citoyens, la police et le gouvernement devient claire. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux kényans, un policier retire son insigne devant la caméra en disant « Je n'ai pas trahi mon pays. Je ne veux simplement plus continuer à servir un système qui n'a plus d'humanité. » Cet événement a secoué la classe moyenne kenyane, non pas à cause des troubles sociaux, mais parce qu'il a exposé la vérité que le gouvernement ne veut pas aborder. Le système est brisé de l'intérieur. Alors que Traoré inspirait les gens à contribuer, au Kenya, ce sont les gardiens de l'ordre qui sont les premiers à refuser de continuer à jouer le rôle de soldats silencieux. Que pensez-vous qu'il se passe lorsque les forces de sécurité, les piliers du système, commencent à douter de la justice qu'elles protègent? Un pays peut-il survivre lorsque même ceux qui sont payés pour croire perdent la foi? Et c'est le moment de mettre ces deux pays côte à côte, non pas pour comparer, mais pour comprendre pourquoi, dans la même crise, un côté se relève tandis que l'autre s'effondre. Les similitudes entre le Burkina Faso et le Kenya sont claires. Les deux souffrent de la dette publique, de l'augmentation du coût de la vie et d'une perte de confiance du public. Mais les réponses de leur gouvernement sont aussi différentes que le jour et la nuit. Au Burkina Faso, confronté à un déficit budgétaire, Ibrahim Traoré n'a pas eu recours à l'austérité à la manière du FMI. Au lieu de cela, il a choisi de s'engager directement avec le peuple, invitant les groupes de la société civile, les chefs de village, les étudiants, les femmes et même les petits commerçants à participer à un forum national pour discuter d'un modèle économique autoportant. Traoré a posé des questions plutôt que donné des ordres. Si vous étiez président, quelle serait la première chose que vous couperiez pour protéger la nourriture et les écoles? Cette approche n'a pas seulement créé un consensus, mais a également accru le sens des responsabilités du public. Les gens ont commencé à donner des terres, à contribuer à la construction d'infrastructures et à protéger les centrales électriques du vandalisme. Au Kenya, en revanche, le gouvernement a immédiatement mis en œuvre les recommandations de réforme d'urgence du FMI. Coupe dans les salaires de la fonction publique, augmentation des taxes à la consommation, report de paiement des salaires, pas de consultation publique, pas de dialogue, juste des ordres et des forces de sécurité pour maintenir l'ordre. Résultat, les forces de sécurité, directement affectées par cette politique, ont été les premières à protester. Les gens ont vu la police traitée comme des figurants et ont compris que si la police était étranglée, qui se lèverait pour eux? Un côté mène avec transparence et appelle à l'action collective. L'autre côté utilise des politiques imposées et espère que le peuple endurera assez longtemps. Ce sont deux façons de résoudre une crise. L'une pour inspirer confiance, l'autre pour éteindre l'espoir. Si vous étiez à la tête du pays, quelle voie choisiriez-vous pour surmonter la crise, vous cacher derrière des politiques ou sortir et affronter le peuple? Mais la différence ne réside pas seulement dans la politique. Elle réside dans les dirigeants et la manière dont ils définissent le service et le pouvoir. Lorsqu'un pays est en crise, les gens ne regardent pas les politiques. Ils regardent les personnes. Ils ne lisent pas les documents du FMI. Ils regardent dans les yeux des dirigeants et se demandent « Cette personne est-elle pour moi ?» Et sur cette question, Ibrahim Traoré a gagné sans faire campagne. À travers le Burkina Faso, son image n'apparaît pas sur des panneaux géants ou des écrans LED coûteux. Mais dans chaque village, chaque salle de ville, chaque note manuscrite de son discours, le message est clair. Je ne suis pas un sauveur. Je suis juste le premier à dire la vérité. Traoré ne promet pas de sauver toute l'économie en un an, mais il énonce les étapes. Transparence des terres, retour des ressources aux communautés, éducation des jeunes par des programmes de formation professionnelle. Il responsabilise, ne saisit pas. Pendant ce temps, au Kenya et dans de nombreux autres pays africains, les gens assistent à un schéma familier. Le dirigeant se tient à l'écart, parle depuis son palais, n'a ni dialogue ni émotion. Et lorsque la crise survient, les gens ne savent pas vers qui se tourner parce qu'ils ne savent pas qui est leur dirigeant. Autre qu'une étrange image à la télévision, la plus grande différence entre ces deux modèles n'est pas la politique, mais le niveau de confiance personnelle que les gens ont en leurs dirigeants. Traoré, par sa simplicité, sa fermeté et son absence de peur à dire non, a créé une forme d'actif politique qui ne peut pas être achetée, la confiance naturelle. Dans un monde de calcul politique, y a-t-il encore de la place pour un dirigeant qui utilise uniquement la vérité et la dignité pour guider son peuple? Croyez-vous toujours qu'une personne ordinaire, pas un milliardaire, pas le fils d'un homme riche, peut devenir celle qui change une nation entière? Mais alors que la confiance grandissait et que les protestations se propageaient, un événement inattendu s'est produit, bouleversant tout. Un rebondissement que personne n'aurait pu prédire. En regardant les protestations au Kenya et le mouvement de bénévolat au Burkina Faso, il y a une similitude frappante. Les deux sont des signes d'un réveil africain, bien que dans des directions différentes. Au Kenya,
Les cris de assez de la police se sont rapidement propagés à la société civile. Étudiants, infirmières, enseignants ont tous commencé à partager leur colère sur les réseaux sociaux et dans les places publiques. Mais ce qui est remarquable ici, c'est que ce n'est plus une colère aléatoire. Elle est organisée, a un message et vise spécifiquement le modèle de développement dépendant que le pays a poursuivi depuis des décennies. La colère ne porte pas sur la pauvreté, mais sur la pauvreté causée par les mauvais choix de ses dirigeants. Pendant ce temps, au Burkina Faso, un mouvement contraire se produit. Pas de protestation, pas de manifestation, mais de l'activisme. Les jeunes organisent des groupes techniques pour réparer les machines agricoles. Les femmes forment des associations pour produire du pain afin de remplacer les importations. Les étudiants donnent des cours aux enfants ruraux via la radio. Ce ne sont pas des activités requises par l'État. Ce sont les réactions naturelles des gens lorsqu'ils se sentent faire partie de la solution. La différence est que lorsque les gens croient en l'objectif national, ils l'édifieront activement. Lorsqu'ils doutent de la légitimité du système, ils descendront dans la rue pour le détruire. Lequel pensez-vous faire une révolution plus durable ? La résistance en colère ou le réveil de la responsabilité ? Si votre gouvernement vous demandait de prendre en charge le pays aujourd'hui, seriez-vous prêt ? Mais où se trouve la véritable motivation ? Est-ce l'économie, l'éducation, ou quelque chose de plus abstrait ? La foi ? Approfondissons dans la section suivante. Au Burkina Faso, quelque chose d'étrange s'est produit au cours des 6 derniers mois. Le gouvernement n'a pas lancé de campagne nationale, mais la société s'est organisée comme une machine de redressement. Dans la région de Kaya, les agriculteurs qui avaient abandonné leurs champs par manque d'engrais cultivent maintenant avec des biofertilisants faits maison. À Bobo-Dioulasso, des étudiants en architecture ont formé une équipe pour concevoir des logements à bas coût en argile pressée, sans béton importé. Et à Ouagadougou, les gens nettoient, plantent des arbres et rénovent les écoles sans aucun financement de l'État. Aucune bannière n'est accrochée, aucun bonus. Une seule chose les motive, la conviction que le pays leur appartient vraiment et que leurs dirigeants les écoutent. Pendant ce temps, au Kenya, après une vague de résistance de la police, la vague de mécontentement s'est propagée au secteur de l'éducation, de la santé et des transports. Des groupes de la société civile ont commencé des commissions de justice financière où ils analysent les prêts du pays, accèdent aux accords de prêt du FMI et interrogent publiquement les ministres sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cela montre ? Les gens dans les deux pays se réveillent, mais de différentes manières. Au Burkina Faso, le réveil est constructif. Au Kenya, le réveil est la colère et le questionnement. Traoré n'a pas créé une vague à court terme. Il a mis en mouvement un modèle à long terme où les gens n'attendent plus que le gouvernement agisse mais agissent eux-mêmes parce qu'ils savent que le gouvernement ne les arrêtera pas. C'est quelque chose que de nombreux autres pays suivent. Le Mali, le Niger, le Tchad, même le Ghana où l'histoire de Traoré est partagée à la radio, sur Facebook, lors de réunions de village. Croyez-vous que le pays peut se changer lui-même non pas avec de l'argent mais avec la foi ? Si vous étiez citoyen d'un tel pays, quelle serait la première chose que vous feriez pour aider à revitaliser le pays ? Mais lorsque les gens ont commencé à croire, d'autres forces ont commencé à avoir peur. Et puis un événement inattendu s'est produit lorsque le monde a commencé à parler du phénomène Traoré. Personne ne s'attendait à ce que la guerre silencieuse ait commencé. Mais ce n'était pas avec des armes et des balles. Elle a commencé lors de conférences financières à Paris, Bruxelles et Washington. Juste 2 semaines après que Traoré a annoncé l'expansion du programme de réforme agraire et appelé à l'autonomie agricole, une série de médias occidentaux ont simultanément rapporté « Le Burkina Faso entre dans une période d'instabilité. Le manque d'investissement met le pays d'Afrique de l'Ouest à risque de crise. » Puis est venu le tour des agences internationales de notation de crédit de dégrader le Burkina Faso malgré le fait que l'économie du pays ne montrait aucun signe de défaut. Les investissements étrangers ont été retirés. Les banques nationales ont été bloquées des transactions internationales. C'était un coup porté non pas avec des balles mais avec des chiffres. Alors que le peuple du Burkina Faso construisait brique par brique, le monde financier démolissait les lignes de crédit une par une. Et puis le rebondissement est arrivé. Les universités du pays ont soudainement été privées de financement de la part de plusieurs organisations éducatives internationales. La raison donnée était que le modèle académique du Burkina Faso n'était plus conforme aux normes mondiales. Mais le peuple le savait bien. C'était la manière du monde d'éteindre la pensée indépendante dès les bancs de l'école. S'il ne pouvait pas contrôler le gouvernement, il contrôlerait la pensée de la prochaine génération. Mais la chose la plus surprenante était encore à venir. Car c'est dans cette obscurité que le feu a commencé à brûler. Face aux coupes de financement, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des conférenciers,
des étudiants et même des citoyens se sont mobilisés pour financer eux-mêmes l'éducation. À l'université de Ouagadougou, des étudiants en ingénierie ont lancé un programme d'ingénierie autogérée où les aînés enseignaient gratuitement aux nouveaux. À Koudougou, des agriculteurs ont mis en place des écoles du week-end pour enseigner à leurs enfants l'agriculture, la comptabilité agricole et la gestion des marchés locaux, n'utilisant pas de manuels importés mais l'expérience locale. Le gouvernement n'a pas initié ni financé, mais ne l'a pas arrêté non plus. Et ainsi, pour la première fois, l'éducation est devenue un mouvement social indépendant du budget. Et au Kenya, lorsque les gens ont appris cela du Burkina Faso, des forums de jeunes ont commencé à discuter d'un nouveau concept. Le droit à l'éducation n'est pas un privilège. C'est la protestation la plus silencieuse et profonde. Ils n'ont plus besoin de crier assez. Ils commencent à se demander si le Burkina Faso peut s'enseigner lui-même. Pourquoi continuons-nous à attendre des bourses de l'étranger? Et c'est là le plus grand rebondissement. Ce n'est pas la police qui descend dans la rue. Ce n'est pas l'effondrement du gouvernement. C'est l'éducation, autrefois un outil d'oppression, qui est devenue une arme de réveil. Croyez-vous qu'un tableau noir et quelques morceaux de craie peuvent être plus puissants qu'un plan de sauvetage d'1 milliard de dollars? Si demain votre enfant vous demande, pouvons-nous nous enseigner nous-mêmes sans personne? Comment répondriez-vous? Et dans cette nouvelle lumière, une question résonne au cœur du continent. Notre foi, notre éducation et notre respect de soi sont-ils assez forts pour garder le drapeau de l'indépendance en vie au Burkina Faso? Aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin d'ordre pour reconstruire leur pays. Au Kenya, la police n'a pas besoin de slogans pour exprimer leur opinion. Et en Afrique, une terre autrefois considérée comme ayant besoin d'être sauvée, la foi émerge des choses les plus simples, des leçons, des cahiers et de la confiance. Le monde peut continuer à dicter, les classements peuvent continuer à critiquer, mais cela n'a plus d'importance. Car lorsqu'une mère enseigne à son enfant à aimer son pays, lorsqu'un étudiant partage ses connaissances au lieu de les garder pour lui, c'est le miracle de notre temps. Ils disent que Dieu donne à chaque nation un moment de réveil. Peut-être vivons-nous ce moment. Si vous étiez Traoré, que choisiriez-vous de transmettre à la prochaine génération? Si vous étiez celui qui écrivait une nouvelle histoire, par où commenceriez-vous? Laissez une chose que vous feriez pour vous-même et pour l'Afrique dans les commentaires ci-dessous.